Donc bonjour à tous, officiellement, maintenant qu'on va pouvoir démarrer vraiment concrètement le webinaire, on va pouvoir se présenter. Je suis Aurélien Lemasson, je suis Senior Client and Content Marketing Manager chez CoachHub. Je serai votre modérateur tout au long du webinaire. Je suis hyper content d'être là et j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Lorraine Mayer. Lorraine, je te laisse te présenter. Merci Aurélien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Lorraine Mayer. Avant de rejoindre CoachUp, j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein du Lab RH, qui fédérait plein d'acteurs autour de l'innovation dans les ressources humaines. Et je m'occupais de la partie conseil. Donc, ça m'a permis de voir, de rencontrer beaucoup de RH, de directeurs, directrices de la transformation. Donc, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Et je me suis ensuite formée au coaching professionnel. Et maintenant, je fais partie du Coaching Lab de CoachUp, qui est l'équipe qui s'occupe en amont des parcours de coaching, et bien, de comprendre les enjeux de nos clients et puis de construire les parcours de coaching les plus impactants. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, Lorraine. Alors, Et peut-être maintenant un n'hésitez petit pas à mot vous sur CoachHub. présenter. Oui, je, Ah je- je oui, vais bien sûr, oui. juste, voilà, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, on est curieux de savoir dans quelle entreprise vous travaillez, sur quelle fonction, et puis ça vous permettra les uns les autres aussi de vous présenter. Donc n'hésitez pas. Ok. Exactement. Et juste avant de présenter, de vous en dire un petit peu plus sur CoachHub, je voudrais quand même vous rappeler que vous informer d'ailleurs que nous, chez CoachHub, nous organisons des webinaires extrêmement souvent et nous partageons des ressources et que si vous souhaitez vous être tenu au courant de nos actualités et des différentes ressources dédiées aux RH que nous publions, je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn, sur le lien qui vient de s'afficher sur le chat. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui se présentent. Je suis hyper content de voir ce chat dynamique. Maintenant, Lorraine, je te laisse en dire un peu plus sur CoachHub. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous dire que donc nous, on travaille pour CoachHub. CoachHub, c'est l'entreprise leader à l'échelle européenne du coaching digital. Et avant tout, notre cœur de métier, c'est le coaching. Alors pendant longtemps, le coaching, ça a été réservé au top management. Et en même temps, on se dit, bah, si tout le top management s'est toujours fait coacher, c'est sans doute que c'est une approche extrêmement impactante et qui mériterait d'être encore plus connue, encore plus développée. D'où la mission de CoachHub, démocratiser l'accès au coaching pour tous, à tous les niveaux de carrière et dans le monde entier. Et si on est partenaire aujourd'hui de plus de 500 entreprises dans le monde, c'est parce que ces entreprises nous considèrent vraiment comme des partenaires qui viennent les aider sur leurs enjeux RH, sur leurs enjeux de transformation. D'où ce webinaire, en fait, aujourd'hui, et notre volonté de partager au fil de cette discussion, d'abord, 4 enjeux majeurs auxquels les entreprises françaises font face en 2023. Ensuite, l'impact de la transformation et l'importance du facteur humain. Et enfin, on vous partagera 3 leviers RH pour garantir le succès de ces transformations. Évidemment, je ne vous les cite pas maintenant parce que je ne vais pas vous spoiler, ce serait dommage. Alors, si tout le monde est là, tout le monde est prêt, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui se sont déjà présentés. N'hésitez pas à continuer dans le chat. On va pouvoir commencer avec 4 enjeux majeurs en France aujourd'hui. Alors, vous allez le voir, ces enjeux, ce ne sont pas des sujets nouveaux. Il n'y a rien de disruptif sur les thèmes choisis. Mais ce qu'on souhaitait voir aujourd'hui, c'est finalement pourquoi est-ce que c'est un enjeu d'ampleur, quel impact ça peut avoir aussi sur les transformations des organisations. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé 2 types d'informations. La première, c'est les enjeux que nous partagent au quotidien nos clients. Donc, on travaille avec plus de 60% du CAC 40 et donc on est en lien permanent avec les COMEX, les équipes RH, les équipes transformation. Et donc, on a voulu refléter en fait les partages que eux nous font, d'une part, et aussi l'autre élément, c'est qu'on a voulu l'illustrer par des chiffres clés d'études. Alors, il y a beaucoup de choses qui sortent très régulièrement et c'est pas toujours évident de faire de la veille. Donc, on a été chercher les études qui, pour nous, reflètent bien ces enjeux de transformation, surtout à l'ère post-Covid qui a beaucoup chamboulé les organisations. Alors, c'est parti. On va commencer d'abord avec la transformation digitale. Hop. Voilà. Donc, premier enjeu, la transformation digitale. Alors, bien sûr, quand on entend transformation digitale, on pense d'abord au volet technologique, avec des outils qui viennent, selon l'appréhension qu'on en a, disrupter, créer, changer, voire détruire nos façons d'exercer nos métiers. Et le dernier en date, bien sûr, dont on entend beaucoup parler, c'est ChatGPT. Alors, nous, on s'est prêté au jeu. Hein. On a tenté dans notre équipe lundi dernier. On a trouvé ça à la fois bluffant et effrayant de précision, et autant sur les grands enjeux business des secteurs de nos clients que pour écrire un poème d'anniversaire à notre collègue Jérémy. Donc,
La seule chose, c'est qu'on le voit, 80% des entreprises ont déclaré avoir déjà adopté ou prévu d'adopter des assistants virtuels. Donc, ça soulève souvent de la frayeur sur l'évolution des métiers, sur la gestion des datas, sur l'éthique aussi. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur des RH, parce qu'on entend de plus en plus parler de HR Tech, de métavers, de blockchain. Et voilà, on se pose la question de comment est-ce que ça va impacter le métier des RH principalement, puisque là, c'est notre public aujourd'hui, mais plus largement au sein de toute l'organisation. Et en même temps, on note aussi une vraie volonté de la part à la fois des entreprises et des salariés de ne pas passer à côté de cette vague digitale. On ne peut plus être dans le déni, ça c'est une évidence. Et donc, côté entreprise, ça suppose par exemple une augmentation des budgets R&D pour continuer à innover. Et on a eu un exemple très récemment avec un gros acteur de l'industrie qui nous dit qui nous a dit là c'était mardi dernier qu'ils ont peu de visibilité sur leur année, ça s'annonce pas excellent, mais pourtant ils vont doubler leur budget R&D parce qu'ils sentent qu'ils sont obligés de repenser leur proposition de valeur, de repenser leur business model. Et puis côté employé, on le voit sur le chiffre qui est partagé, 64% des employés déclarent que l'accès à des formations en compétences digitales est un facteur d'engagement important. Donc, on voit aussi que la question de l'employabilité est au cœur là, des discussions. Mais pourtant, la transformation digitale ne s'arrête pas là. Et on est reparti, voilà, on est reparti chercher. On aime beaucoup chez CoachHub s'appuyer sur des recherches. Là, on vous en a mis une qui redécrit bien en fait ce que c'est que la transformation digitale. Et on va d'ailleurs vous mettre une définition justement d'une étude de Vial qui date de 2019. Aurélien, je te laisse faire ça dans le chat s'il te plaît. Là, nous, ce qu'on voulait vous montrer via ce schéma, c'est vraiment que souvent on pense à la partie technologique sur la gauche et que souvent même en parlant de technologie, souvent on pense aux outils nouveaux, disruptifs, etc. Mais il n'y a pas que ça sur la partie technologique. Il y a aussi tout ce que ça implique en termes d'accélération de mise sur le marché des nouveaux produits, de la façon dont la valeur est distribuée, du pouvoir que vont avoir les consommateurs. Donc vraiment, toute cette partie est extrêmement importante. Et pourtant, tout l'autre volet qui est aussi important, c'est sur en fait l'impact que vont avoir ces transformations technologiques sur notre organisation. Avec tout ce que ça implique en termes de leadership transformationnel, de capacité managériale et organisationnelle, d'impact sur la culture, bien sûr, aussi de l'organisation, ou encore sur l'environnement de travail. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on comprend bien que tout le volet people est extrêmement important dans les transformations. Et quand on parle de ça, on sait qu'il est maintenant largement admis qu'il est essentiel de travailler en particulier sur les soft skills. Et là, ce chiffre le montre, 80% des dirigeants et dirigeantes considèrent que les soft skills comme aussi importantes, voire plus importantes que les hard skills face aux défis de la transformation digitale. Hop. Et pourtant, quand on regarde d'un peu plus près les chiffres, 77% des managers ont rapporté que leurs soft skills sont leur plus grande faiblesse, et ce, malgré les formations reçues. Et 29% des entreprises seulement ont mis en place des programmes de développement des soft skills spécifiques pour les managers. Donc, il y a à la fois cette conscience qu'il faut travailler sur les soft skills et en même temps, finalement, un accompagnement qui n'est pas forcément adapté. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas à nous dire, vous, si les entreprises ont été, si vous, dans le cadre de votre entreprise, vous avez pu avoir accès à des développements, à des formations, peut-être des accompagnements type coaching, mentoring ou autres, qui vous ont permis de développer les soft skills. On est curieux. En tout cas, voilà, on sent qu'il y a vraiment ce besoin. Et là, les deux chiffres qu'on vous a donnés, vous le voyez, il est centré aussi sur les managers. Pourquoi les managers? Ça nous permet de faire une bonne transition avec le deuxième la deuxième type de transformation sur lequel on voulait insister, c'est bien sûr la transformation managériale. Alors, la transformation managériale, c'est un sujet dont on a énormément entendu parler, en particulier ces dernières années avec la pandémie. Et donc là, nous, l'angle qu'on voulait prendre, c'était vraiment de se demander finalement où en est-on à l'ère post-Covid. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que voilà, ça a chamboulé la manière de travailler, que le management hybride, que les modes de travail hybride, déjà de manière générale, se sont installés, avec 82% des actifs qui affirment être plus heureux et plus productifs dans un mode de travail hybride.
Et pourtant, on l'observe, sans doute vous dans vos organisations, nous aussi avec tous nos clients, il y a encore des blocages qui existent. Et selon les managers, et on aimait bien cette étude qu'on trouvait vraiment intéressante, selon les managers, la bonne gestion d'une équipe hybride, elle nécessite en fait plusieurs choses. D'abord, des éléments sur l'agencement des dimensions à la fois collectives et individuelles. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est les deux premiers chiffres que vous voyez. 45% des managers qui ont en tête quelle est la bonne gestion d'une équipe hybride nous disent que c'est important de maintenir le lien collectif pour éviter l'isolement, garder l'esprit d'équipe. Et puis 31% d'entre eux nous disent aussi que c'est important de gérer l'équilibre entre temps de travail et temps collectif. Donc en fait, ce qu'on comprend derrière, c'est finalement le soin à apporter au collectif. C'est prendre soin des uns des autres, c'est apprendre, c'est partager, c'est s'amuser à distance. Comment engager aussi les uns et les autres à distance. C'est pas si facile et ça peut pas se faire sans un accompagnement aussi individuel. Et les managers ont bien sûr un rôle à jouer là-dedans, puisqu'ils disent qu'à 34%, c'est aussi important pour bien gérer son équipe en mode hybride d'effectuer des points individuels réguliers avec les membres de l'équipe. Et en fait, clairement, on sait que c'est important et en même temps, c'est pas si facile. Pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de formations qui ont été proposées, mais principalement sur les process. Comment est-ce que je gère l'outil Teams? Comment est-ce que j'ajuste peut-être la façon dont j'anime mes réunions à distance? Comment est-ce que j'organise des ateliers collaboratifs grâce à tel ou tel outil? Mais souvent, les managers, nous, ce qu'on nous dit encore aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas assez équipés sur la partie évolution de posture et soft skills nécessaires pour vraiment accompagner au mieux les collaborateurs et collaboratrices à distance. Quand on sait que lorsqu'une information nous est transmise, on peut comprendre son sens à 7% par le verbal, à 55% par le non-verbal, donc la respiration, la position, les gestes, et à 38% par le paraverbal, donc le rythme, le ton de la voix adopté, etc., en fait, on se rend compte que c'est extrêmement important de savoir écouter activement, détecter aussi tous ces signaux non-verbaux, paraverbaux que nous transmettent toute la journée nos collaborateurs et nos collaboratrices. Savoir questionner aussi, parce que tout n'est pas évident à distance, tout n'est pas évident quand on s'écrit via la messagerie interne. Il peut y avoir des différences d'interprétation notamment. Donc, vraiment, il y a un sujet autour de comment est-ce qu'on peut aider les managers à être plus à l'aise sur l'écoute active, le questionnement puissant, la capacité aussi à proposer à distance un feedback qui est constructif et puis prendre le soin d'accueillir la réponse. Donc, bien sûr, il faut aider sur les rituels, les process, les outils, hein, ça c'est évident, mais ce n'est pas suffisant. Le but, c'est vraiment de se rappeler aussi que le manager, il se pose beaucoup de questions, il a peur de mal faire, de passer peut-être à côté de tous ces signaux faibles, que seulement 36% des managers ont revu leur pratique managériale depuis 2020. C'est une étude de Malakoff Humanis qui nous dit ça, qui date de 2022, hein, donc qui est récente. Et donc, en fait, voilà, là, c'est intéressant parce qu'on voit un gros décalage entre le sondage et ce chiffre qui nous montre qu'il y a encore du travail, en fait. Et donc, voilà, cette notion de vraiment travailler en profondeur sur les pratiques managériales au-delà des outils utilisés. Ok, on va avancer vers la troisième type de transformation qu'on voulait vous partager, et c'est la transformation culturelle. Et avec un gros focus, nous, c'est un sujet sur lequel on est de plus en plus sollicité, qui est bien sûr la diversité et l'inclusion. Alors, les entreprises dans l'ensemble en ont compris l'importance. Il y a 80% des DRH qui considèrent que la diversité et l'inclusion sont des avantages compétitifs. 45% des entreprises françaises voient la diversité et l'inclusion comme un levier d'engagement des collaborateurs. Et pour certaines d'entre elles, on commence à se mobiliser avec 26% d'entre elles qui ont anticipé une hausse de budget diversité et inclusion en 2022. Bon, c'est pas énorme, mais il faut quand même le souligner. Et en fait, le chiffre qui est surtout marquant, c'est qu'en fait, néanmoins, pour 80% des entreprises françaises, ce sont les politiques gouvernementales qui dirigent la réflexion autour de la diversité et l'inclusion. Donc, les entreprises se mettent surtout en mouvement parce que des lois passent sur ce sujet-là. On pense notamment dans le domaine de la parité aux lois Copé-Zimmermann, à la loi Rixin, qui ont commencé à faire bouger les choses. Mais c'est long, en fait, c'est long. Et ce qu'on comprend, c'est que ce soit sur le sujet de la parité ou un autre dans le domaine de la diversité et de l'inclusion, l'entreprise a vraiment évidemment son rôle à jouer. Mais il y a encore des difficultés qui sont présentes. Parmi celles, nous, qu'on entend le plus régulièrement, c'est
d'une part la difficulté à trouver des sponsors au plus haut niveau de l'organisation. Souvent, les équipes D&I, les équipes RH sont convaincus, mais c'est pas si facile d'aller convaincre les COMEX en interne. Souvent, il y a un premier travail de sensibilisation qui est fait et c'est une très bonne première étape, bien sûr, mais il faut aller encore plus loin. Et nous, c'est ça, en fait, les clients, quand ils viennent nous voir, ils viennent souvent nous poser des questions autour de cette transformation culturelle, c'est-à-dire finalement, quelle population est-ce que je dois cibler? Comment est-ce que je fais infuser en profondeur la nécessité d'avoir une culture d'entreprise plus inclusive, que tout le monde en comprenne les bénéfices et puis que les gens puissent ajuster leur façon de faire en termes de recrutement, développement des compétences, valorisation aussi de toute la richesse de la diversité au sein de son équipe ou plus largement de l'organisation. Donc voilà, cette transformation culturelle, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on avance sur la bonne voie. Et la dernière qu'on voulait vous partager, à un niveau là pour le coup plus macro, eh bien c'est hop, tous les enjeux autour des transformations organisationnelles. De plus en plus, on voit que nos clients viennent nous voir parce qu'il y a des gros changements en interne. Ils se séparent d'une partie de leur activité. Ils multiplient les fusions et acquisitions. Ils restructurent des pans entiers de leur organisation et par la même occasion, bien sûr, des équipes, les équipes qui sont concernées. Et tout ça, ça implique bien sûr des transformations organisationnelles énormes. Et on l'a tous sûrement vécu ici, beaucoup d'incertitudes. Donc finalement, ce n'est pas étonnant de voir que 72% des responsables RH considèrent que la gestion de l'incertitude est en fait le défi majeur au sein des transformations. Et ça, c'est pas étonnant parce que dans ces phases de transition d'une équipe à l'autre, d'une entité à l'autre, etc., eh bien, il y a souvent un temps de latence où on n'a pas la vision partagée, la vision à partager au reste de notre équipe, où on n'a pas d'informations sur qui va rester dans l'équipe, qui va devoir passer dans une autre équipe, être upskillé peut-être, changer complètement de travail. Donc cette incertitude, elle n'est pas évidente. Et en fait, il y a 40% des entreprises qui ont vécu une transformation de ce type, qui ont réussi à quand même augmenter l'engagement des employés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est un enjeu énorme dans ces temps de transformation. Et elles ont réussi à le faire grâce à 3 éléments principaux. Une communication transparente et efficace, des mesures d'accompagnement des salariés et une stratégie claire de gestion des talents. Et donc là, ces 3 éléments, ils sont vraiment intéressants parce que si on reprend le petit schéma qu'on avait tout à l'heure, on est vraiment sur la partie droite, organisation. Et comment est-ce qu'on arrive vraiment à se concentrer sur cette partie organisation pour accompagner les transformations organisationnelles. OK, tout va bien dans le chat, je fais un petit check. Est-ce qu'il y a voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à participer, à nous le dire. On sera ravis d'y répondre. Si ça vous surprend, si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Donc, voilà. Absolument, merci. Merci Aurélien pour ça. Et donc, ces dernières informations là qu'on vient de vous partager, finalement, elles ouvrent la voie sur la suite du webinar et sur cette deuxième partie qui est vraiment centrée sur l'importance du facteur humain. C'est parti pour cette deuxième partie. 70% des transformations échouent. Il y a un élément qui est important de préciser, c'est que cette étude de McKinsey, c'est des managers qui ont répondu. Et donc, pour 39% d'entre eux, la raison principale d'échec des transformations, c'est la résistance au changement des salariés. Et vraiment, derrière cette idée, il faut avoir en tête que la résistance, elle peut effectivement être beaucoup liée au fait qu'on ne comprend pas pourquoi ces transformations arrivent. Il n'y a pas de transmission de la vision, et c'est exactement ce que vous partagiez dans le chat. La nécessité de partager le sens, c'est exactement ce que nous dit Sylvie. Il y a une résistance parce qu'on ne comprend pas le sens qu'il y a derrière. Et en fait, il y a un vrai besoin, du coup, d'accompagnement de ces salariés. Et quand on pense à la courbe du changement, effectivement, avant d'arriver à la dernière étape, le cadeau caché, l'opportunité qu'on peut voir pour nous dans la transformation, il y a pas mal de phases avant. Et du coup, c'est aussi pour ça que dans des moments de transformation, on peut voir autant de frustration, de colère aussi s'exprimer, parce que souvent, derrière la colère, et nous, c'est souvent ce qu'on vient travailler en coaching, il y a cette notion finalement de quelle est l'émotion à la source. Est-ce que c'est de la tristesse? Et en fait, on peut la comprendre, la tristesse, quand on perd son ancienne équipe et qu'on doit se remettre dans un environnement qui est complètement nouveau. Est-ce que c'est de la peur, parfois aussi, de perdre notre emploi, l'impact que va avoir sur nous cette transformation?
Et en fait, c'est extrêmement important de laisser un espace pour ça, pour que les salariés puissent accueillir ces émotions, accueillir ces résistances entre eux, et puis puissent les dépasser. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue des managers qui se disent, bah voilà, moi, la difficulté principale que j'ai, c'est la résistance au changement. Et on comprend bien sûr le rôle du manager là-dedans pour réussir à partager évidemment la vision, même si, et la difficulté, c'est que lui-même ou elle-même ne l'a pas toujours au bon moment. On en reparlera dans la suite de ce webinaire. Deuxième raison, 33%. À 33%, c'est les postures managériales qui ne favorisent pas le changement. Et effectivement, c'est vrai, il y a des modes de leadership qui peuvent peut-être entraver les tentatives de rendre une entreprise plus agile, ce qui peut entraîner du retard alors dans l'efficacité des processus, l'innovation ou encore l'engagement à la fois des salariés mais aussi des clients. Donc, il y a un vrai besoin d'accompagner tout ça. Et je vois aussi que Odile nous dit dans le chat, ils ne s'en sentent pas concernés, pas d'appropriation du changement. Absolument. Je lis en parallèle ce qui est dit dans le chat. Absolument. Merci, merci Jean-Pierre aussi. J'avance pour tenir le timing. Alors, voilà, on vous a présenté du coup 4 grandes transformations qui occupent toutes les feuilles de route RH, transfo, dont on entend parler en ce moment. Et donc, on va passer maintenant à la suite. Parce que jusqu'ici, on ne vous a quand même pas partagé des chiffres extrêmement réjouissants, il faut se le dire. Donc, le point positif, c'est que la fonction RH et la fonction RH, elle évolue. Elle prend une partie de plus en plus centrale pour accompagner les transformations, en travaillant évidemment bien sûr main dans la main avec les équipes dédiées à la transformation. Et en fait, sur toute cette deuxième partie de webinaire, ce qu'on voulait, c'est vraiment être orienté solution. Voilà, donc on s'est concentré sur 3 piliers majeurs pour réussir vos transformations. Les voici. L'upskilling des managers, vraiment la notion d'accueillir le changement et enfin développer une culture coaching. Alors on a choisi de faire un focus sur ces 3-là, mais bien sûr on n'a pas la prétention de vous dire que ce sont les 3 piliers exhaustifs pour mener une transformation. Si on a fait un focus sur cela, c'est parce que on voulait vraiment insister, vous l'aurez compris par rapport à ce qu'on disait plus tôt, sur la partie en fait people qui est tellement importante dans les transformations. Et bien prendre soin de ces 3 gros piliers, c'est sûr que ça va énormément aider sur la partie transformation. Alors, c'est parti. On passe en mode solution. Et pour ça, en fait, on voulait commencer par vous faire un premier point autour de notre modèle de référence qui nous, voilà, en introduction finalement de ces 3 piliers, ce modèle de référence, nous, c'est celui qui cadre tous les coachings au sein de CoachHub. Il a été créé par le Coaching Lab, qui est l'équipe dont j'ai la chance de faire partie. Et comme vous pouvez le voir, il y a 2 grandes dimensions. La partie de gauche, c'est comment est-ce que je peux progresser en tant que personne, et la partie de droite, c'est vraiment comment est-ce que je peux inspirer en tant que leader. Et en fait, souvent en entreprise, et même plus particulièrement dans la vision qu'on a du développement des personnes dans le cadre de l'entreprise, on oriente très souvent sur le volet performance. Et bien sûr, c'est important, bien sûr, on l'a dans ce modèle, vous le voyez, c'est en haut à droite, la notion de performance. Mais en fait, c'est qu'une petite partie de ce qui est important dans l'accompagnement des personnes. On l'a vu, c'est hyper important d'accompagner le développement des soft skills. Et en fait, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que dans cet environnement extrêmement VUCA, on entend aussi beaucoup ce mot, la réalité, c'est qu'il y a un besoin criant de se recentrer. En fait, il n'y a pas tellement d'espace individuel, collectif, où on peut exprimer nos peurs. Et là, je parle vraiment de peurs profondes qu'on peut avoir autour de est-ce que je vais perdre mon job et mettre en danger ma famille? Pourquoi est-ce que j'ai été évincée de cette réunion alors que j'ai travaillé tellement dur sur ce projet? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas à la hauteur? Ou bien ça peut être aussi, si j'accepte ce projet, si je j'évite de faire tel feedback difficile, est-ce que les gens de mon équipe vont m'aimer un peu plus? Et en fait, c'est ça ce qui joue de manière générale dans les équipes. Je pense qu'on a tous pu être concernés par ce type de réflexion, et encore plus dans des moments de grosses transformations où tout fout le camp, hein, faut se le dire très clairement. On n'est pas au clair sur ce qui va se passer, on n'est pas au clair sur ce qui va nous arriver, et ça peut venir en fait nous toucher vraiment profondément. Il n'y a pas tellement d'espace en entreprise, à l'échelle individuelle ou collective, où on peut démontrer montrer notre vulnérabilité sans avoir l'impression d'être vu comme quelqu'un de faible, avoir l'impression de se mettre en danger.
Et c'est pas évident dans une culture du résultat, des KPI, d'oser avouer qu'on est en train de vivre un moment hyper difficile dans notre vie et que c'est compliqué pour nous de traverser tout ça. Et en fait, quand il n'y a pas ces espaces, et vu tout le temps qu'on passe au bureau, eh ben, on peut vite perdre confiance. On peut vite perdre confiance. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que nous, notre conviction, c'est que dans ces temps de transformation, c'est aussi extrêmement important à la fois de créer ces espaces pour les personnes, d'ouvrir les discussions, soit dans des accompagnements individuels, soit au sein des équipes, par exemple, soit potentiellement plus largement en tant que collectif. Mais ce qui est aussi extrêmement important, et là je reviens sur l'échelle individuelle, c'est de pouvoir travailler sur nos forces. Et d'où la philosophie qui est derrière ce modèle et qui s'appuie en fait sur deux modèles. Le modèle PERMA de Martin Seligman, qui est un ponte de la psychologie positive, et le modèle du leader transformationnel de Bass, qui est celui qui est capable, le leader transformationnel, c'est celui qui est capable de voir au-delà de son équipe, au-delà de ce qu'ils font actuellement, de voir le potentiel et les capacités de ses collaborateurs, et d'ailleurs de travailler aussi sur la culture pour qu'elle grandisse, que tout le monde apprenne en continu. Et en fait, notre message ici, c'est vraiment de dire que la transformation personnelle, au-delà de toutes les transformations organisationnelles dont on entend parler, bah, elle est clé pour changer en profondeur une culture d'entreprise. Et je vois qu'il y a même d'autres partages. Merci Jean-Pierre. Ça nourrit la discussion. On pourra vous envoyer aussi des éléments sur ces différentes théories. Alors j'avance sur le premier pilier qu'on voulait vous partager sur l'upskilling des managers. Alors bien sûr, on l'a dit, il y a une population qui est clé, dont il faut prendre soin, ce sont les managers, bien sûr. Mais en fait, c'est hyper dur d'être un manager. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui adorent ça, qui adorent développer les gens et qui, du coup, le risque, c'est qu'ils vont se mettre une pression énorme pour décevoir personne, quitte parfois à flirter soit avec le manque de courage managérial, parce que c'est dur de dire quelque chose à quelqu'un quand on doit soit lui demander de changer de poste, soit qu'il va quitter l'équipe. C'est juste extrêmement dur. Soit ça peut aussi les toucher vraiment très fort et ça peut être difficile de gérer ses émotions. Il y a aussi des experts, par exemple, qu'on propulse manager et qui nous disent qu'ils n'en ont pas tellement envie. Et ils ne nous le disent pas à nous, c'est souvent les RH qui viennent nous voir en nous disant « mais ces populations, s'il vous plaît, aidez-nous », parce qu'on n'arrive pas à faire en sorte de leur faire changer de posture, qu'ils acceptent de changer de posture. Et surtout, notre problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour qu'ils arrivent à y prendre du plaisir. Alors, on va faire un focus sur eux, on va faire un focus sur ces managers. Mais attention, notre message n'est surtout pas de remettre toute la responsabilité sur eux, de dire qu'il y a seulement eux qui doivent monter en compétences. Parce que moi, je crois beaucoup à la notion de co-responsabilité au sein des équipes. Vraiment se poser régulièrement des questions sur quelle est la part que moi, je peux contrôler, quelle est la part où moi, je peux me remettre en question avant de remettre en question mon manager. Qu'est-ce qui est dans mon contrôle et comment je peux agir dessus. Et vous savez, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, c'est souvent parce que ça nous touche nous particulièrement. Ça vient toucher quelque chose de fort chez nous, peut-être une blessure, peut-être une peur. Vous savez, les enfants, ils disent souvent c'est celui qui dit qui est. Mais elle est extraordinaire, cette formulation, parce que, en fait, quand on s'énerve contre quelqu'un, ça vient parler de nous. Alors moi, ça a complètement transformé ma façon de gérer ma relation avec mes managers dans ma vie professionnelle, parce que finalement, quand on vient voir d'abord ce que ça vient toucher chez nous, la discussion qu'on a après avec notre manager, elle nous permet d'être plus mesurés. Donc voilà, ok, on parle des managers, mais on leur remet pas tout dessus. Bon, allons-y quand même. Sur les managers, hop, le rôle clé des managers. On commence par du positif. On commence par beaucoup de positifs. Absolument, on l'a dit. Maintenant, on est dans la partie solution. Alors, le rôle clé des managers, 75% des transformations réussies ont été menées par des managers qui ont pu communiquer efficacement les objectifs de la transformation. Donc ça, merci, parce que c'est beaucoup ressorti dans le chat. Et vous voyez, c'est le premier élément qu'on partage ici. Aligner les comportements des employés sur ces objectifs, fournir une vision claire de l'avenir de l'entreprise, mettre en place les changements en étroite collaboration avec les employés et créer un sentiment d'urgence autour de la transformation, mais en l'accompagnant bien, évidemment. Alors, on revient faire un focus là. Donc, vous vous souvenez, c'est la partie de droite du modèle de référence de CoachHub et que nous, on appelle inspirer en tant que leader.
Mais bon, inspirer les autres, c'est quand même pas une mince affaire. Et quand on se concentre que sur l'orientation chiffres, les KPIs, etc., ben, c'est pas si évident d'embarquer tout le monde avec nous. Donc là, c'est pour ça que nous, dans ce modèle, il y a différentes dimensions. Dans la dimension performance, il y a bien sûr établir des objectifs clairs, à la fois à l'échelle individuelle et collective. Il y a aussi toute la notion de motiver les collaborateurs et collaboratrices, résoudre des problèmes complexes, et en particulier dans des temps de transformation, il y a beaucoup de complexité qui vient s'ajouter. Il y a aussi toute la dimension autour de la responsabilisation, l'empowerment en anglais, avec la capacité en tant que manager à déléguer au bon moment à la bonne personne, à créer un climat de confiance aussi au sein de son équipe et de collaboration. Et bien sûr, tout un volet aussi autour de la communication. Comment j'arrive en tant que manager à ajuster le style de communication que je peux avoir en fonction des différents leviers de motivation individuelle de mes collaborateurs et mes collaboratrices. Comment je peux formuler des feedbacks constructifs, bien gérer aussi les conflits qui peuvent émerger et en particulier dans des temps où tout le monde est voilà, un petit peu plus stressé et où on a peu de visibilité sur ce qui va nous arriver. Alors tout ça, c'est particulièrement vrai. Nous, on accompagne beaucoup, par exemple, des primo-managers, des prises de poste aussi, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est finalement dans ce type de moment qu'on se retrouve dans des situations assez stressantes parce qu'on sort de notre zone de confort. La réalité, c'est ça. C'est quand on prend un nouveau poste, quand on devient manager, eh bien, on accroît le nombre de responsabilités qu'on a. On doit prendre notre place, asseoir notre légitimité. Et je pense on est nombreux à s'être déjà demandé, je comprends pas comment un tel fonctionne dans mon équipe, je sais pas comment motiver mon équipe en ce moment alors que j'ai aucune vision du COMEX, que tout le monde est hyper déprimé. Comment je fais en fait? Et la conséquence, c'est que nous, on peut vite se sentir démunis et on peut ruminer pendant des heures sans savoir exactement comment s'y prendre. Alors en coaching, nous, c'est exactement sur toutes ces dimensions qu'on vient travailler. Alors évidemment en ciblant des objectifs de coaching précis, hein, mais et vraiment en allant chercher finalement la réalité du coaché, comprendre quels sont ses propres challenges. Et c'est pour ça que le coaching a de l'impact, c'est parce que ça va donner un espace où enfin, on va pouvoir prendre du recul, lâcher nos émotions, se connecter aussi à nos ressources et ressortir du coup plus positif, boosté. Et pour être très concret, on a voulu vous prendre un exemple. Donc là, c'est l'exemple d'Hélène. Hélène, elle est senior leader, peut-être dans l'une des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Elle a 43 ans, 18 ans d'expérience. Ils sont en train de vivre dans son entreprise une grosse transformation. Et elle, ses objectifs, c'est vraiment d'abord de faciliter la transformation en tant que leader, d'engager les leaders N-1 pour construire la stratégie et le changement. Et puis, bien sûr, de voir l'évolution de la transformation dans son organisation, c'est-à-dire pas juste sur son équipe à elle, mais plus largement aussi. Et en fait, les challenges qu'elle rencontre, il y en a plusieurs. C'est d'abord de réussir à, bien sûr, accompagner son équipe et maintenir l'engagement. Voilà, elle est stressée par le fait qu'il y a des personnes dans son équipe qui se disent, mais je ne sais pas si je vais garder mon job, et donc est-ce que je commence à regarder? Est-ce que je commence à chercher ailleurs ou pas? Et la deuxième chose, c'est vraiment finalement aider son équipe, et ça c'est un enjeu, je pense qu'on a tous vécu ici, vraiment aider son équipe à gérer l'équilibre entre tout le volet transformation et change sur lequel elle doit travailler en tant que senior leader et en même temps réussir à assurer la partie run pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on lui a fixés. Et donc, c'est vraiment ce juste équilibre à trouver entre les deux qui est vraiment pas facile pour elle. Et donc, en fait, très concrètement, en coaching, ce qu'on va pouvoir venir travailler dans ce cas-là, c'est d'abord, déjà, on va lui donner un espace de dialogue, un espace sécurisé où elle va pouvoir parler de ses défis. Elle va pouvoir aussi développer ses compétences en termes de leadership. Et puis, et ça, pour le coup, c'est à affiner avec le coach. Hein, c'est ça ce qui est intéressant, c'est quelles compétences en leadership on a besoin de venir travailler. Et puis, réfléchir aussi sur le mode de travail de son équipe et comment réussir à l'optimiser. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'un persona. Alors, Régine nous demande, pardon, je fais une petite pause. Je regardais le chat. Régine nous demande, est-ce que dans le cas d'Hélène, le développement des compétences a été développé dans le cadre d'une formation en complément du coaching? Et merci beaucoup, Régine, pour cette question. Parce que, alors déjà, c'est un cas fictif, hein, je suis honnête, donc je vais essayer de vous répondre, non pas spécifiquement par rapport à Hélène. On l'a pris vraiment sur la base d'un de nos clients et d'un parcours de coaching qui existe, mais vous doutez bien que pour des raisons de déontologie du coaching, on ne peut pas prendre un exemple réel. En tout cas, Régine, votre question, elle est vraiment intéressante parce que nous, c'est vrai qu'on intervient
enfin, les deux sont possibles, c'est-à-dire que parfois, vraiment, et je pense notamment au leadership model des entreprises, il y a vraiment cette volonté de se dire comment est-ce qu'on ancre les compétences spécifiques attendues dans le cadre de ce leadership model. Et dans ces cas-là, effectivement, notre recommandation, c'est plutôt de dire d'abord formez-les théoriquement sur les compétences qui sont attendues dans le cadre de ce leadership model, et après proposer du coaching qui sera effectivement plus du coaching d'ancrage de ces compétences. Et quand on parle d'ancrage, c'est vraiment cette notion de finalement, en formation, on a toute la partie théorique qui nous est partagée et c'est évidemment essentiel d'avoir ces apports cognitifs. Et en même temps, le problème, c'est vraiment, alors d'abord la courbe de l'oubli qu'on connaît en formation et ça, c'est une première chose, mais aussi le fait que même quand on a la volonté de mettre en œuvre ces compétences dans notre quotidien professionnel, c'est pas toujours évident. On peut se retrouver avec des obstacles, des freins, peut-être des croyances limitantes aussi qu'on a et qu'on a du mal à dépasser. Et là, dans ce cas, c'est vraiment en coaching qu'on va pouvoir venir travailler. Donc ça, c'est cas numéro 1. Cas numéro 2, quand c'est des compétences spécifiques, par exemple autour de la communication, si je reprends les éléments qu'on voyait ici. Par exemple, sur la communication, là, dans ces cas-là, adapter son style de communication, ça suppose déjà de le comprendre. Donc, dans ces cas-là, un programme dédié au coaching, ça peut être tout à fait pertinent. Par exemple, en commençant avec un outil DISC qui permet aussi à la fois de bien se connaître et de mieux comprendre comment peuvent fonctionner les autres. OK. On voulait aussi vous prendre un exemple d'un cas client, Pernod Ricard. Alors pour info, ce cas client, il sera dans un livre blanc que le Coaching Lab a rédigé et qu'on va vous partager sur l'impact du coaching sur la transformation organisationnelle. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que donc, chez Pernod Ricard, le challenge, c'était vraiment de favoriser une culture de haute performance et une transformation digitale optimale. Et les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, c'était vraiment de réussir à identifier justement quelles sont les compétences à développer en priorité par les salariés. Et ils ont voulu lancer un programme de développement du leadership. Et donc, nous, on s'est intégré à ça en faisant un focus sur les managers intermédiaires, les courroies de transmission de la transformation. Et donc, on a travaillé à la fois sur le soutien de la progression des managers, sur les différentes compétences qu'ils devaient développer, et à la fois sur l'ancrage. Donc, vous voyez, là, je refais le lien avec ce que je vous disais, Régine, l'ancrage des comportements attendus dans le cadre du déploiement de leur leadership model. Hop là, j'avance sur le deuxième pilier. Je vois le temps filer, donc je vais rester consciente du temps. Ok, on y va pour la deuxième partie sur accueillir le changement. Et là, on revient en fait sur la nécessaire transformation personnelle dont on a vraiment besoin parce que au lieu de subir, d'être en réaction avec les transformations à répétition, l'objectif c'est vraiment de se dire comment je peux grandir, comment je peux m'épanouir. D'où la nécessité de travailler à la fois sur sa résilience, comment je peux lâcher prise, comment je peux relativiser, dépasser aussi les résistances que je peux rencontrer face au changement. Il y a des sujets autour de l'alignement, comment est-ce que j'ai bien conscience de mes valeurs pour voir si je reste en phase et quand c'est pas le cas, comment est-ce que je peux aussi m'ajuster, parfois dire non aussi. Et puis il y a tout le volet, et on l'a beaucoup vu dans le chat, autour du sens. Comment est-ce que je peux réenchanter mon quotidien professionnel, même dans des situations de transformation un petit peu difficiles, ou comment je peux construire, prendre en main ma carrière et y voir des opportunités, par exemple. Et là, pareil, pour être très concret, on a voulu vous prendre l'exemple de Max cette fois. Max, il a 35 ans, 12 ans d'expérience. Alors lui, il n'a pas de fonction managériale. Ses objectifs au sein de cette transformation qu'il est en train de vivre, c'est vraiment, enfin, que son entreprise est en train de vivre, c'est de se dire comment je peux réussir dans mon poste et plus largement au sein de l'organisation. Comment je peux exprimer aussi les besoins que j'ai dans le cadre de cette transformation à mes managers et obtenir leur soutien. Et ces challenges, en fait, c'est qu'il se sent impuissant face au changement induit par cette transformation. Il a peur aussi que les compétences qu'il a déjà commencé à développer ces dernières années soient trop vite obsolètes. Et puis, surtout, il se sent hyper démotivé suite à tous les changements à répétition. Et là, cette fois en coaching, ce qu'on va pouvoir venir travailler, c'est d'abord de venir vraiment chercher quel est son rôle, quel rôle lui, il peut jouer, qu'est-ce qui est dans son contrôle au sein de cette transformation, capitaliser sur ses propres atouts, réussir aussi à communiquer avec cette assertivité pour être capable d'exprimer les besoins qu'il a, et puis plus largement, développer à la fois sa résilience et sa régulation émotionnelle. Et en fait, c'est en travaillant sur tous ces éléments qu'il va pouvoir se sentir mieux, et donc ça pourra avoir un impact à la fois sur sa motivation et sa projection dans l'entreprise. Ok, on passe au troisième pilier, vraiment important pour nous. Vous l'aurez compris, upskiller les managers, aider les personnes de tout niveau à accueillir le changement, c'est essentiel.
Mais bon, on peut toujours encore se demander est-ce que ce sera suffisant si la culture d'entreprise est toxique, si les managers continuent à être très contrôlants. Et la question plus large, c'est du coup de se dire bah, finalement, en quoi est-ce que développer une culture coaching dans les organisations peut être un moyen vraiment puissant de changer en profondeur les organisations et traverser ces transformations par le haut. Une culture du coaching est une culture où les personnes d'une organisation ont un état d'esprit de coaching et utilisent une approche de coaching à la fois entre elles et avec des parties prenantes externes, indépendamment des rapports hiérarchiques, et tout ça dans le but de créer de la valeur organisationnelle, de protéger le bien-être de chacun et de maximiser le potentiel de tous. Et ces caractéristiques, très concrètement, vous les voyez un petit peu sur les slides, mais ça se met en œuvre en voyant des employés à tous les niveaux qui ont des conversations ouvertes, qui sont honnêtes entre eux. Le feedback est une évidence, qu'il soit positif ou constructif. Les managers sont inclusifs et aident les membres de leur équipe à se révéler et se développer. On est capable d'avoir des discussions à la fois sur les succès et les échecs, les leçons aussi, bien sûr, à en tirer, et d'être dans une dynamique d'amélioration continue. Chacun prend ses responsabilités. Jérémy nous partageait la notion de accountability et ownership. Et on se sent équipé et agile pour faire face aux changements à répétition et tellement rapides. Pour le résumer, la culture coaching, pour moi, c'est aussi et très simplement le fait que, en fait, on peut être nous-mêmes au travail. Et la question, c'est finalement comment est-ce que on l'incarne. On voulait juste en une minute, mais vous faire un petit point comme nous, c'est quand même notre cœur de métier. Comment est-ce qu'on l'incarne chez nous, chez CoachUp? Je voulais vous partager quelques petits exemples. Chez nous, tout le monde est coaché déjà, ça va de soi bien sûr. Les managers sont formés aussi à toutes ces notions-là. Alors pas au coaching précisément, mais à ce que ça suppose de créer une culture coaching dans son équipe. On a un outil qui nous permet de partager sa gratitude face à toute la boîte. C'est dans notre outil de CRM. On peut dire bah, merci d'avoir fait ça pour moi et tout le monde est capable de le voir. Chaque équipe en France a son alliance d'équipe. Donc l'alliance d'équipe, c'est vraiment ce qui nous permet de partager à la fois nos valeurs, comment est-ce qu'on se comporte les uns avec les autres, comment ça se passe aussi quand les choses deviennent difficiles. Et on le dit en amont, ça permet vraiment de réguler les conflits. Et par exemple, dans l'équipe commerciale, on vient la challenger chaque semaine, cette équipe. L'équipe commerciale, eux, c'est vraiment important pour eux de à la fois valoriser régulièrement ce qui a été bien fait en lien avec cette alliance, mais aussi de verbaliser ce qu'on pourrait améliorer. Voilà, donc c'est des petits exemples, mais en fait, vraiment très simples qu'on peut mettre en place dans nos équipes. OK. Alors, on va regarder ce que nous dit la recherche là, par rapport à cette fameuse culture coaching. Finalement, quand on met en place tout ce qu'on vient de voir, tout ce type de comportement, eh ben, ça rayonne. Forcément, ça rayonne avec un impact d'abord en externe. Comme vous le voyez, 85% des entreprises qui ont adopté une culture coaching eh ben, ont une meilleure satisfaction client que les concurrents et 62% une meilleure rétention des talents clés. Alors, on voulait aussi vous donner un exemple d'un cas client. On a travaillé avec, et on travaille toujours, hein, avec Safran Aircraft Engines. Et eux, ils voulaient travailler particulièrement sur le développement du feedback. Ils voulaient que le feedback soit plus ancré dans la culture en tant que levier fort de la transformation. Tous les managers étaient concernés de tous les niveaux. Ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, ils ont mis en place des ateliers en groupe pour partager des bonnes pratiques autour du feedback, apporter aussi de la méthodologie aussi autour du feedback. Et nous, du coup, on est venu en complément, effectivement, pour travailler justement en ancrage et vraiment faire un suivi par rapport à ce qui avait pu être appris pendant ces groupes. Donc vraiment travailler sur comment donner et recevoir du feedback, adopter de nouvelles perspectives parfois quand on a des feedbacks difficiles à soit donner, soit accueillir, hein, parce que c'est pas toujours évident de les accueillir, ou encore accompagner plus largement les managers dans leur développement avec, comme vous le voyez sur la droite, 100% des managers qui se sont sentis plus confiants par rapport à leur feedback. Alors, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, quand on travaille en coaching, il y a vraiment un impact systémique qui va pouvoir se mettre en place au niveau de toute l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on vient travailler d'abord à l'échelle individuelle et chacun va choisir en fait ce sur quoi il va pouvoir se développer, quelles compétences développer, évidemment en impliquant aussi parfois les managers N+1 pour avoir leur regard. Et ce que nous dit la recherche scientifique, et là je m'appuie sur une recherche qui a été faite en 2013 par O'Connor et Canavo. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que la recherche scientifique montre que le réseau immédiat autour d'un leader coachable
coachée connaît également un effet positif grâce à un programme de coaching. Donc en fait, ça rayonne autour de la personne qui a été coachée, là en l'occurrence un leader. Et en fait, c'est pas étonnant de voir que ça a un impact au niveau de l'équipe, puisque bien sûr, un leader ou une personne coachée, ça va pouvoir se montrer un peu plus exemplaire en termes de posture adoptée. Et donc, ça va favoriser effectivement une meilleure compréhension des uns et des autres au sein de l'équipe. Ça va favoriser la communication, la collaboration, la culture au sein de l'équipe. Et donc, plus largement, bien sûr, ça aura un impact sur la performance. Et quand on remonte aussi d'un cran, quand on a voilà, une grande partie de la population qui est coachée ou qui est passé par des programmes de coaching, eh bien, ça va avoir un impact aussi au niveau organisationnel, avec des équipes qui sont plus engagées parce qu'elles comprennent, elles voient le sens qu'elles ont dans leur travail et la place qu'elles ont à jouer là-dedans. Elles se sentent plus épanouies. On voit une résilience organisationnelle plus forte, ce qui est tellement important avec ces changements à répétition. Des équipes qui sont plus autonomes et performantes. Et puis un impact aussi indirect sur la marque employeur, bien sûr. Donc, vous voyez, ça a des impacts à plusieurs niveaux. Et vous comprenez à travers tout ça pourquoi chez CoachHub, on est tellement motivé par notre mission, pourquoi on est tellement porté par le fait de démocratiser l'accès au coaching à tous les niveaux de carrière et dans le monde entier. Et on va faire un petit focus pour finir sur CoachHub. CoachHub, c'est le leader européen du coaching digital. On a été créé en 2018 et on a connu une ascension vraiment fulgurante. On a plus de 700 employés partout dans le monde, dont 110 à Paris. On est une super équipe. Vous pouvez venir nous voir dans nos bureaux rue Cardinet avec grand plaisir. Et bien sûr, on travaille et finalement, c'est au cœur de notre proposition de valeur avec une communauté de coachs extrêmement engagée. On a 3500 coachs professionnels. Ils sont tous certifiés d'associations internationales de coaching, l'ICF, le MCC notamment. Et ils sont capables de coacher en plus de 60 langues sur 70 pays. Et ça, c'est un point important parce qu'on veut toujours que nos coachés le soient dans leur langue maternelle. Notre plateforme, bien sûr, elle est certifiée ISO 27001, respecte tous les standards en termes de RGPD. C'est un point vraiment important, la sécurité informatique. Et surtout, eh ben, on travaille avec plus de 500 clients de toute taille, dans tous les secteurs, dont 60% du CAC 40. Et ces entreprises, elles viennent nous voir et en fait, ce qu'elles nous partagent, c'est leurs ambitions, que ce soit de prendre soin de celles et ceux qui sont secoués pendant ces transformations, d'aider les managers à grandir et à se sentir bien dans ce rôle qui n'est pas facile, mais tellement important. Ils viennent nous voir pour voir comment faire pour retenir et fidéliser leurs talents, ou encore pour réussir à aider à grande échelle, mais de manière extrêmement personnalisée, chacun et chacune à révéler leur potentiel. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.